Vous écoutez Dramatiste, le podcast qui vous plonge au cœur de l'histoire de la chaîne en hypogée. Paris, 1909. Dans les rues, les journaux s'arrachent. Faut-il accorder le droit de vote aux femmes ? Crient les crieurs publics. Dans les cafés, dans les salons bourgeois, comme dans les ateliers ouvriers, le débat fait rage. En Grande-Bretagne, les militantes multiplient les manifestations, parfois violentes. Aux États-Unis, plusieurs États ont déjà accordé le droit de vote aux femmes, et en France. En ce début de siècle, la République est fière de ses idéaux de liberté et d'égalité. Mais ces idéaux s'arrêtent-ils aux portes du suffrage universel ? À la Chambre des députés, une proposition de loi fait trembler l'hémicycle. Le vote des femmes, un droit ou une menace ? Bienvenue dans cet épisode de notre podcast historique. 1909, le débat du droit des votes des femmes. Nous allons vous plonger au cœur d'un moment crucial de l'histoire du féminisme français. En cette année 1909, la question du suffrage féminin s'invite dans les discussions politiques et sociales. Pourtant, en France, les femmes sont encore largement exclues de la vie publique. Elles ne peuvent ni voter, ni se présenter aux élections, ni même gérer leurs biens sans l'autorisation de leur mari. Dans l'ombre des grandes figures politiques masculines, des militantes se battent depuis des décennies pour changer cette réalité. Parmi elles, une femme fait figure de pionnière, Hubertine Auclert. Les hommes ont pris la liberté de gouverner sans nous, mais ils n'ont pas le droit de nous imposer leurs lois. Si la République est véritablement démocratique, elle doit s'appliquer à toutes et à tous. Depuis les années 1870, Hubertine Auclert milite sans relâche pour le droit de vote des femmes. Fondatrice du journal La Citoyenne, elle n'hésite pas à bousculer l'ordre établi, appelant les femmes à refuser de payer leur impôt en signe de protestation. Mais son combat reste marginal. Peu d'hommes politiques osent la soutenir publiquement. Un homme, pourtant, commence à faire entendre une voix discordante dans le monde politique. Jean Jaurès. Si nous voulons la justice sociale, comment pouvons-nous refuser aux femmes ce que nous revendiquons pour tous les travailleurs ? Mesdames, vous êtes nos égales en intelligence, en courage et en dignité. Vous devez être nos égales en droit. Jean Jaurès, grande figure du socialisme, défend l'idée que le droit de vote des femmes est une nécessité démocratique. Mais il reste minoritaire dans la classe politique. La plupart des parlementaires, même républicains, considèrent que le suffrage féminin est une menace pour la stabilité de la société. Les adversaires du vote des femmes avancent plusieurs arguments. D'abord, ils craignent une influence trop forte de l'Église catholique sur les électrices, qui seraient, selon eux, plus conservatrices que les hommes. Ensuite, ils considèrent que le rôle des femmes est avant tout domestique, mère, épouse, éducatrice, mais sûrement pas citoyenne engagée dans la politique. Le suffrage féminin ? Voilà une idée bien moderne. Et bien dangereuse. Nos braves épouses sont déjà bien occupées à élever nos enfants et à tenir nos foyers. Les mêler aux querelles politiques, c'est risquer de troubler cet équilibre naturel qui fait la force de notre nation. Veut-on vraiment voir des dames en robes longues et ombrelles se disputer dans les assemblées comme de vulgaires orateurs de café ? Face à ces résistances, les suffragistes redoublent d'efforts. Elles organisent des manifestations, publient des articles et interpellent les députés. Mais en 1909, la bataille est loin d'être gagnée. Dans les couloirs du Palais Bourbon, la tension est à son comble. Ce jour-là, un débat décisif s'engage à la Chambre des députés. Paris, Palais Bourbon, Chambre des députés, 1909. Une proposition de loi a été déposée par un petit groupe de parlementaires progressistes. Elle vise à accorder le droit de vote aux femmes. La salle est à son comble. À gauche, les partisans du suffrage féminin emmenés par quelques socialistes convaincus. À droite, une majorité de conservateurs et de modérés farouchement opposés à toute modification du corps électoral. Au balcon, quelques militantes assistent au débat, serrant les poings.
Messieurs les députés, la séance est ouverte. La proposition de loi numéro 472 portant sur l'extension du suffrage aux femmes est mise en discussion. La parole est à monsieur le député Lefebvre, opposé à cette réforme. Messieurs, faut-il rappeler que la République repose sur l'ordre et la raison? Et quelle est la place naturelle de la femme? Celle du foyer, de la maternité, de l'éducation des enfants. Ce n'est pas en l'entraînant dans l'arène politique que nous renforcerons la nation. Bien au contraire, nous risquons de la diviser. Nos adversaires nous parlent d'égalité. Mais l'égalité n'est pas l'uniformité. Les femmes ont d'autres responsabilités que celle de voter. D'ailleurs, messieurs, soyons francs, que se passera-t-il si nous leur accordons ce droit? Qui influencera leur vote? Les curés, messieurs. L'Église qui dictera à ses épouses pieuses et dévouées leur choix politique. Et c'est ainsi que nous verrons les fondements mêmes de notre République vaciller sous l'influence cléricale. Monsieur le député, vous parlez de nous comme si nous étions incapables de penser par nous-mêmes. C'est une insulte aux femmes françaises. Madame, vous n'avez pas le droit à la parole. Mais, puisque vous êtes ici, en tant que représentante des militantes, nous vous écoutons brièvement. Messieurs, il est insupportable d'entendre que nous serions pas capables d'exercer un droit aussi fondamental que le vote. Regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis. Partout, les femmes se battent pour être reconnues comme citoyennes à part entière. Vous voulez une république forte? Donnez-lui des électrices éclairées. Vous craignez que nous soyons influencés, mais regardez donc ce qu'ont fait vos propres députés ces dernières années. Ils se laissent influencer par les puissants, par les industriels, par les intérêts privés. Messieurs, la République a pour devise liberté, égalité, fraternité. Or, en refusant le vote aux femmes, nous trahissons ces principes. Comment pouvons-nous prétendre défendre la démocratie si nous excluons la moitié de la population de la vie politique? Ne craignons pas le changement, craignons plutôt de rester figés dans un passé qui ne correspond plus aux aspirations du peuple français. Accorder le suffrage aux femmes, c'est donner plus de force à la République, et non la fragiliser. Messieurs, la discussion a été animée. Nous passons maintenant au vote. Que ceux qui sont en faveur de la proposition de loi se lèvent. La proposition de loi numéro 472 est rejetée. La séance est levée. Ainsi s'achève ce débat de 1909. Les femmes françaises devront attendre encore 35 ans avant d'obtenir le droit de vote en 1944, grâce au combat acharné de générations de militantes et à la reconnaissance de leur rôle crucial durant la guerre. Après ce débat sur le droit des votes des femmes, dans un café, à Paris, des militantes ont décidé de se rassembler pour en parler. Il n'y a pas eu de surprise. Je le savais. Depuis le début, je le savais. J'ai vu les regards en biais, les sourires polis, les discours pleins de condescendance. Et puis, ce mot qu'on nous jette comme une gifle. Patience, toujours patience. Toujours plus tard, mais combien de temps encore devrons-nous attendre? Combien de générations faudra-t-il sacrifier avant que l'on considère notre voix comme une voix de citoyenne? Aujourd'hui, ils ont refusé, oui, mais surtout, ils nous ont niés, invisibles, inutiles. Ils ont parlé de tradition, d'ordre naturel, de devoir conjugal, comme si nous étions que des mères, des épouses, des ombres silencieuses derrière leur fauteuil de députés. Et pourtant, depuis 30 ans, nous marchons, nous écrivons, nous enseignons, nous soignons, nous mourrons parfois dans l'indifférence générale. Et ce soir, malgré la défaite, je vous le dis, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, mes sœurs, cette nuit appartient aux vaincus, mais l'avenir, lui, se souviendra de nous. Je suis institutrice dans un village où l'on n'a même pas de médecin. Là-bas, les femmes ne savent pas qu'un débat a eu lieu aujourd'hui. Et pourtant, ce sont elles qui en vivront les conséquences. Quand un mari bat sa femme, quand une jeune fille tombe enceinte et qu'on la chasse, quand une veuve se retrouve à mendier parce qu'aucune loi ne la protège, c'est là que l'absence de notre voix se fait sentir. Moi, je les vois, ces femmes.
Je leur apprends à lire. Je leur apprends que la République, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est la liberté. Mais au fond de moi, je sais que je leur mens un peu, car cette République-là ne les regarde pas. Je ne suis pas faite pour les tribunes ni pour les barricades, mais je peux être la mémoire. Je peux écrire, je peux dire, je peux transmettre. Et je crois que c'est ainsi que nous vaincrons. Non par un grand fracas, mais par une marée lente, inarrêtable. Patiente, mais sûre. Un jour, mes élèves voteront. Et ce jour-là, elles se souviendront qu'il a fallu des femmes invisibles pour leur ouvrir le chemin. Non, non, moi je ne veux plus attendre, je ne veux plus marcher à petits pas. Ils nous ont piétinés, et nous, on leur tendrait encore la main. J'étais là, moi aussi, à la tribune. J'ai entendu les rires, les haussements d'épaules, les formules toutes faites. Le moment n'est pas venu, la société n'est pas prête. Mais qui décide du moment, hein? Qui fabrique la société? Moi, je suis fille d'ouvrier. Mon père est mort dans une mine à 42 ans. Ma mère a élevé 6 enfants sans jamais rien demander, sauf un peu de dignité. Et aujourd'hui, vous me dites que ces femmes-là ne seraient pas dignes de voter? Je veux qu'on se lève, qu'on colle nos affiches sur leurs murs, qu'on crie nos noms dans leurs rues, qu'on casse ce silence qu'ils nous imposent depuis des siècles. Les femmes ne sont pas faibles, elles sont contenues. Et ce qui est contenu trop longtemps finit par exploser. Alors qu'ils prennent garde, qu'ils écoutent, qu'ils tremblent. Car ce que nous réclamons aujourd'hui, par la parole, nous finirons peut-être par l'arracher autrement. Je ne parle pas souvent dans les réunions. J'écoute, je soigne, je nettoie le sang, les larmes, les corps fatigués. Je suis sage-femme. J'ai vu naître plus de 300 enfants dans ma vie. Des filles, des garçons, tous nus, tous semblables au moment de leur premier cri. Et pourtant, dès qu'une fille ouvre les yeux, le monde entier commence déjà à la réduire. On la berce doucement pour mieux la faire taire ensuite. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que l'injustice, je la vois depuis le commencement. Dans les ventres qui souffrent, dans les femmes qui viennent seules, honteuses, demander un remède, un secours, un secret. J'ai vu mourir de jeunes filles parce qu'aucune loi ne pensait à elles. J'ai vu des mères jugées folles parce qu'elles demandaient simplement qu'on les écoute. Alors ce vote d'aujourd'hui, ce refus, ce mépris, ce n'est pas juste une erreur politique. C'est une blessure de plus dans une longue cicatrice que nous portons toutes. On nous appelle faibles, mais la vérité, c'est que nous tenons debout sur des ruines. Si je suis venue ce soir, c'est parce que je ne veux plus être témoin silencieuse. Je veux être la voix de toutes celles qui ne peuvent pas être là. Et je vous le dis, nous sommes beaucoup plus nombreuses qu'ils ne l'imaginent. Et un jour, ils devront nous entendre, par la loi ou par la mémoire. Je me sens un peu étranger ici, ce soir. Comme mon invité qu'on tolère, parce qu'il soutient mais qu'il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Pas vraiment. Comment le pourrais-je? Moi, j'ai toujours voté. Toujours parlé dans les réunions sans être interrompu. Toujours signé mes articles sans craindre d'être moqué. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que ce rejet n'est pas seulement une erreur politique. C'est une faute morale, une trahison de nos principes. Je suis allée dans les hémicycles. J'ai vu les débats de l'intérieur. Et je vous le dis, ils ont peur. Pas de vous en tant qu'individu, mais de ce que vous représentez. La fin de leur monopole. La fin d'un entre-soi confortable où la moitié de l'humanité est exclue. Alors ils vous caricaturent, ils vous ridiculisent, ils vous repoussent, mais ils ne pourront pas tenir indéfiniment. L'histoire est avec vous. Elle est cruelle, lente, mais elle finit toujours par écouter les justes. Et moi, je resterai. Non pour parler à votre place, vous n'en avez pas besoin, mais pour porter, autant que possible, vos mots dans les couloirs où l'on vous refuse encore. Ce que nous avons imaginé aurait très bien pu avoir lieu dans les couloirs du Palais Bourbon, car en réalité, malgré les efforts des militantes suffragettes et le soutien de quelques figures progressistes, la France n'était pas prête à accorder le droit de vote aux femmes. Après 1909, le débat n'a pas disparu. Les suffragistes poursuivent leur combat, mais se heurtent toujours à l'indifférence, voire à l'hostilité des pouvoirs publics. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes prennent une place essentielle dans l'effort de guerre, remplaçant les hommes partis au front dans les usines, les hôpitaux et l'administration. Pourtant,
à la fin du conflit, elles ne reçoivent toujours pas la reconnaissance politique qu'elles réclament. Il faudra attendre un autre conflit mondial pour que les choses changent. En 1944, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la France libre prennent une décision historique. Par une ordonnance du 21 avril, les femmes obtiennent enfin le droit de... Mais pourquoi cette décision à ce moment-là ? D'abord parce que les mentalités ont évolué. Les femmes ont joué un rôle clé dans la résistance. Elles ont prouvé leur engagement citoyen et leur courage. Ensuite, parce que la France ne peut plus ignorer les avancées démocratiques des autres pays. Les Britanniques, les Américaines, les Allemandes et bien d'autres ont déjà obtenu ce droit. Enfin, parce que dans l'après-guerre, il est impératif de reconstruire un pays plus juste et plus représentatif de toute sa population. Le droit de vote des femmes, en France, est acquis depuis 1944, mais ce débat de 1909 ne doit pas être oublié. Il nous rappelle que les droits, même les plus évidents aujourd'hui, ont été conquis de haute lutte. Il nous rappelle aussi que l'égalité entre les hommes et les femmes reste un enjeu d'actualité, bien au-delà du vote. Regardons autour de nous. Dans le monde, toutes les femmes n'ont pas encore accès au droit de vote. Certaines démocraties sont fragiles, d'autres reculent sur les droits des femmes. En France même, la question de la parité en politique, de l'égalité salariale ou encore du harcèlement de rue montre que le combat pour l'égalité est toujours en cours. Alors, si l'on devait retenir une leçon de cette histoire, ce serait celle-ci. Les droits ne sont jamais donnés, ils sont acquis, et une fois obtenus, ils doivent être défendus encore et toujours. Vous écoutiez l'épisode 1909, le débat du droit des votes des femmes, réalisé par Lilou, Chloé, Noéline et Clara. Chloé incarne Hubertine Aubert, une militante, une femme lors de la réunion après le débat et un narrateur dans la conclusion. Noéline incarne un journaliste conservateur, un député conservateur lors du débat et une femme et un homme lors de la réunion après le débat et un narrateur dans la conclusion. Lilou incarne le narrateur, le président de l'Assemblée et la première femme qui parle lors de la réunion après le débat. Clara, quant à elle, incarne Jean Jaurès, un député progressiste, une femme et un narrateur de la conclusion. Les sources utilisées sont France Culture, un podcast sur Hubertine Aubert, ensuite l'Assemblée nationale, histoire du vote des femmes, et quelques podcasts de Autant en emporte l'histoire sur Radio France.